Alors il y a deux questions qu'on me pose très souvent, on va dire toutes les semaines, et qui résonnent presque de manière insolente ou insultante quand on y pense. C'est est-ce que je dois jeûner et quelle eau dois-je boire? Alors, quand on y pense, il y a des milliards d'individus qui partagent la terre sur laquelle on évolue, qui n'ont pas accès à l'eau courante, et encore moins à l'eau potable, et tout autant de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Alors ça renvoie à des profonds questionnements, ces interrogations-là, sur la disharmonie dans laquelle on peut évoluer. Alors, ce sont quand même des questions légitimes, et sans culpabilité aucune, car chacun a son existence à mener. On va essayer d'aller dans les détails et de remettre aussi ces interrogations, bien que légitimes, dans un contexte plus juste et plus global. Donc, toutes les semaines, des fois plusieurs fois par semaine, on me dit quelle eau boire et en quelle quantité. Parce que on entend beaucoup d'informations dessus, beaucoup de recommandations diététiques, beaucoup de recommandations de nutrition, et pour beaucoup de choses sur la qualité de l'eau. Alors c'est une question qui rend littéralement fou. Moi, ça fait 10 ans que je réfléchis à cela, déjà d'un point de vue personnel, et puis ensuite pour les recommandations que je peux donner. Alors, est-ce qu'on utilise de l'eau distillée? Est-ce qu'on a recours à l'osmose inverse? Est-ce qu'on utilise des filtres à charbon, des vortex, des fontaines filtrantes, des fontaines dynamisantes, de l'eau en bouteille en plastique, de l'eau en bouteille en verre? Est-ce qu'on privilégie la grande présence de résidus, ou justement on va prendre avec peu de résidus à sec, etc., etc., etc. Est-ce qu'on dynamise? Comment? Oui. Enfin, toutes ces questions-là, qui sont toutes imbriquées les unes avec les autres, font que, au final, beaucoup cherchent et peu trouvent, et on se retrouve bien seul quand il s'agit d'apporter un verre d'eau à sa bouche. C'est-à-dire un geste qui semble banal, avec un liquide translucide et puis présent partout, et qui nous renvoie irrémédiablement au fait que si on réfléchit beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ces problèmes sont les diverses formes de pollution qui viennent salir notre eau. Alors si souvent je botte en touche, c'est parce que c'est une question qui est trop vaste. Alors je l'aborde toujours de côté, je l'esquive, et c'est un véritable paradoxe, car c'est un pilier essentiel de notre santé, étant donné que notre constitution est faite à au moins 75% de molécules d'eau. Et sachant que l'équilibre physiologique que représente le processus de détoxination se fait aussi grâce au support de l'eau qui emporte les déchets métaboliques. Et comme en alimentation on peut entendre tout et son contraire, chacun y va de son théorème. Et puis c'est aussi un business extrêmement juteux qui se trouve derrière cette problématique, puisqu'on va vendre des filtres, on va vendre des carafes, on va vendre des fontaines, on va vendre des appareillages, on va vendre voilà, toutes sortes de systèmes qui vont de la petite plaque à Brita avec son filtre à 20 € jusqu'au système le plus perfectionné qu'on met dans la maison à quasiment 10 000 €. Voilà, puis chacun y va de son analyse, de son étude, de son expérience. C'est très dur de s'y retrouver. Et souvent on est influencé par des choses qui sont plus du marketing que de l'aspect véritable. Le problème vient essentiellement du fait qu'on cherche absolument à rationaliser quelque chose qui ne peut pas l'être. On n'arrive pas à définir l'eau. Alors l'eau, c'est un élément qui est tantôt liquide, tantôt gazeux, tantôt solide, et qui est par essence indéfinissable dans sa structure et dans sa matière, et qui se comporte dans l'environnement de manière complètement différente selon l'état dans lequel il est plongé. Alors les 2 dernières décennies nous ont démontré qu'il était vain de se gratter la tête à chercher et à comprendre comment, là où il fallait davantage s'intéresser au pourquoi. Alors on va prendre ici l'occasion de remercier les personnes qui ont le plus contribué aux recherches sur l'eau et qui nous permettent d'appréhender de manière nouvelle, entre guillemets, en tout cas au niveau de la science et de la validité de leurs recherches, cette problématique de l'eau. Alors, on va citer Louis-Claude Vincent, Jacques Benveniste, Masaru Emoto, Plochet, Schauberger, Violet, Henry, Haas, Oliveau, Montagnier,
tout un tas d'autres chercheurs, on va dire qu'on peut qualifier d'aventuriers de l'eau, parce que ce sont des gens qui ont consacré leur vie à cet élément simple, essentiel, et tous ont tenté de saisir l'insaisissable, de décortiquer le volatile, et de comprendre, on va dire, le méandreux, parce que c'est vraiment ça, hein, d'observer l'eau dans son comportement. Boire de l'eau douce, c'est l'acte le plus naturel qui soit, mais c'est devenu aussi très compliqué dans le monde artificiel et saturé de polluants dans lequel on tente d'évoluer. Alors ce que je disais, ça fait plus de 10 ans que j'ai mis cette question en tâche de fond dans ma tête, et malheureusement je n'ai pas encore trouvé de réponse, j'en trouverai sans doute jamais, parce qu'il y en a qui cherchent bien plus que moi et qui sont bien plus spécialistes et compétents que moi, mais au moins, je dirais égoïstement, trouver au moins un système idoine pour satisfaire mon envie de pureté, et avec, entre parenthèses, existe-t-elle cette pureté-là autour de l'eau, au moins pour ma consommation quotidienne. Néanmoins, à travers ces investigations, ces recherches, ces questions, je retiens 2 paramètres absolument indispensables pour consommer une eau qui comporte 2 critères indissociables. Il faut qu'elle soit pure et vivante. Et rares sont les systèmes qui proposent l'alliance de ces 2 composantes. On sait purifier de l'eau, on sait rendre de l'eau vivante, mais c'est très dur d'associer, de combiner les deux. Et souvent, les personnes qui cherchent s'attachent à être performants dans l'une ou l'autre des composantes et les associent rarement. Et ça peut être aussi compréhensible tant le champ d'investigation est large dans simplement une seule des 2 composantes. De mon point de vue, la pureté s'obtient de manière efficace avec le procédé d'osmose inverse. C'est aujourd'hui ce qui peut se faire de mieux, avec dans une moindre mesure la distillation. Alors pourquoi je dis moindre mesure? Parce que là on est sur une fête de vider l'eau de ces éléments vivants, puisqu'on procède à une évaporation et on laisse les minéraux, les substances vivantes, entre guillemets, au fond d'un récipient pour ne garder que le fruit de l'évaporation. Donc on fait passer de l'eau de l'état gazeux et on le fait redevenir liquide avec le refroidissement. Alors si ce sont des procédés qui s'avèrent efficaces pour l'extraction des polluants, ils rendent aussi une eau morte, dévitalisée, inerte, donc quelque part inutile. On pourrait en boire des litres, qu'on serait toujours déshydraté profondément. Il ne s'agit pas d'avoir une eau pure, ça c'est 50% du chemin, c'est d'avoir une eau vivante. Et ces systèmes-là ne proposent pas d'eau vivante, parce qu'aujourd'hui j'ai parlé de Benveniste, j'ai parlé de Yann Olivo, j'ai parlé de Masaru Emoto, j'ai parlé de Montagnier. Eux ont montré que l'eau était vivante, c'était un support d'information, un transport énergétique. Il y a tout un tas d'expériences qui ont été mises dessus qui valident ces choses-là, donc je ne vais pas développer ici. Il y a des documentaires, des livres qui ont été... C'est pour ça que j'ai préféré citer des chercheurs, plutôt que de les paraphraser maladroitement. Je renvoie vers leurs travaux, qu'ils soient synthétisés dans des ouvrages, ou alors même dans des documentaires comme La mémoire de l'eau de Masaru Emoto. Alors se pose la question de rendre cette eau pure, distillée ou osmosée, vivante, vitalisée, harmonieuse et sautillante comme elle peut l'être dans les rivières, puisque en fait l'eau des rivières c'est l'eau qu'on devrait boire naturellement en évoluant dans la nature, celle qui roule entre les rochers, qui se charge de minéraux en sortant des sources et qui se charge aussi au contact des roches qu'elle vient éroder. Et donc on s'accroupit au bord de la rivière et on boit. Et une eau est vivante jusqu'à 30 secondes à partir du moment où elle est sortie de cette source. Après, les ions négatifs n'agissent plus et ça devient problématique pour l'assimilation des minéraux qui deviennent non colloïdaux, donc qui deviennent des charges pour l'organisme, des éléments qui vont se cristalliser d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins prendre des eaux avec de faibles résidus secs pour ne pas amener une charge de travail notamment aux reins, et qui vont après devoir les stocker sous forme de sable, de cristaux et in fine de calculs qui vont se stocker dans les reins. Alors, rendre cette eau vivante, conserver cette eau vivante, c'est rejoindre le monde du subtil et aller directement au cœur des travaux de Jacques Benveniste,
du professeur Montagnier ou de Masaru Emoto. Et je dirais que là, on est dans l'artistique et dans le ressenti le plus complet, dans quelque chose qui est indéfinissable, où seul est souverain l'instinct. Donc c'est à chacun de trouver une vibration qui lui correspond pour donner vie à cette eau qui a stagné. Alors ça peut être une onde de forme visuelle, une onde sonore, ça peut être de la lithothérapie, ça peut être un assemblage de couleurs, un alliage de métaux, ça peut être une carafe à onde de forme, ça peut être des chiffres, ça peut être des caractères hébraïques, ça peut être des plaques en verre, ça peut être des plaques de métal, des plaques de bois, etc., 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 etc. En définitive, peu importe. Il s'agit de trouver avec quoi on rentre le plus en résonance. Ça, c'est la chose fondamentale. On dit toujours, qu'est-ce qui est le mieux ? J'ai entendu que c'était les pierres, j'ai entendu que c'était la fleur de vie, j'ai entendu que c'était les plaques en bois, j'ai entendu que c'était la spirale de Fibonacci, j'ai entendu que c'était d'autres spirales avec le nombre d'or, j'ai entendu ci, ça, sous des pyramides, dans le verre, dans le cristal, dans le bois, peu importe, on entend plein de choses. Est-ce que ça nous parle ? Et jusqu'à quel point on rentre en résonance avec l'outil avec lequel on va tenter de dynamiser cette eau-là. Ça peut être avec les mains, le magnétisme, la bénédiction de l'eau et des aliments se fait dans toutes les traditions. Il y a aussi ce caractère-là, l'eau bénite, bref. Ça renvoie sur des choses que j'ai déjà abordées dans une causerie qui s'appelle Alimentation et énergie subtile. Je ne vais pas surdétailler ici, mais aujourd'hui on a suffisamment d'études avec l'effet Kirlian, avec les observations de cristaux solidifiés à travers Masaru Emoto et bien d'autres, pour se rendre compte que non seulement des supports énergétiques ont une influence, mais surtout l'intention même a une influence. Donc c'est dès l'instant qu'on va chercher à vitaliser de l'eau, dynamiser de l'eau, rendre de l'eau vivante, il va avoir une réflexion sur le monde subtil qui nous entoure et le lien qu'on va avoir avec cet environnement-là. Si on revient à notre fameux et impérieux besoin de technologie, on va trouver des systèmes qui combinent les deux. Un système de filtration efficace plus un système de dynamisation. Vous avez des fontaines pour cela. Alors je préfère pas donner les noms parce que du coup c'est pas une façon de faire de la pub non déguisée ou déguisée. C'est simplement parce qu'après c'est à la recherche de chacun. Et de mon point de vue, aucun système n'est parfait. Mais vous avez des fontaines qui amènent des ondes lumineuses, des ondes sonores, différentes choses pour structurer de l'eau. Après, à chacun avoir la curiosité et la sagacité de savoir si c'est pertinent pour lui ou non. Mais vous avez, ça existe, il y a des gens qui cherchent. Donc ce sont des procédés intéressants pour lesquels l'association eau pure plus dynamisation doit demeurer une base fondamentale de notre choix et de notre réflexion. La chose qui est certaine, c'est de ne pas boire d'eau polluée, et de ne pas boire d'eau morte non plus. Donc vous avez des systèmes qui dépolluent bien, et il ne faut plus être naïf sur le fait que l'eau qui sort de nos robinets soit extrêmement polluée, puisqu'on relève les normes pour rendre l'eau potable tout le temps. C'est-à-dire que le taux d'aluminium est relevé régulièrement. On ne dissout pas non plus les perturbateurs endocriniens et les résidus antibiotiques de l'eau. Ils ne peuvent pas nettoyer par les usines. Donc, dès l'instant qu'on prend en compte l'homéopathie, c'est-à-dire l'information qui va circuler dans l'eau, évidemment de consommer des perturbateurs endocriniens de manière régulière, issus souvent de la pilule contraceptive qui va finir dans les urines des femmes qui vont aller aux toilettes, et cette eau-là va être nettoyée puis remise dans le circuit, et sans parler d'autres perturbateurs endocriniens qui sont relâchés par les usines ou par l'agriculture. Et vous aurez aussi tout un tas de souches d'antibiotiques qui vont ressortir par les urines, et puis d'autres polluants divers et variés, pesticides, fongicides, herbicides, qui vont être aléatoirement filtrés. Donc c'est tout cela qui va se retrouver dans l'eau. Je précise aussi qu'il ne faut pas y voir l'unique responsabilité
de nos autorités, puisque nous souhaitons aussi de l'eau translucide. Et pour rendre l'eau translucide, eh bien, il faut mettre des sels d'aluminium. Donc une eau jaunâtre ne signifie pas une eau sale. Et le consommateur réclamant une eau claire, translucide, et bien, du coup on va ajouter des particules de sel d'aluminium pour la rendre transparente, limpide. Et donc ça, c'est aussi le chemin que nous avons à faire pour prendre sur nous et voir qu'une qualité, c'est avant tout dans l'analyse et non pas dans l'apparence de ce qui peut être rendu par l'eau. Et donc là, c'est une responsabilité partagée. Ça, c'est la première question qui peut un peu aborder, c'est quelle en surface. C'est déjà de dire eau nettoyée, eau dynamisée. Ça, c'est les deux composantes indispensables pour une eau. Et donc, ce que je disais, pour nettoyer l'eau, vous avez différents systèmes. J'ai cité la distillation, mais c'est une eau morte. Et sinon, le système à osmose inverse. Vous avez aussi certains filtres à charbon microporeux qui sont extrêmement efficaces et qui laissent quelques minéraux alcalins. Voilà, je ne vais pas citer de marque non plus. Ce sont des marques américaines, voilà, dans des contenants en inox qui sont vraiment très bien. Et là derrière, on va rajouter des procédés de dynamisation, donc voilà, des ondes de forme, des vortex, tout ce qu'on a déjà cité. Et voilà, à partir de là. Ensuite, une fois qu'on a cette eau-là, c'est quelle quantité boire? Est-ce qu'on a pu voir quelle eau boire? Quelle quantité boire? Eh bien, je dirais, il faut remplacer cette question par quels sont nos besoins en hydratation? Alors ça pourrait paraître être la même question, et en définitive, non. Parce qu'on pourrait presque éviter le problème de savoir quelle eau boire si on mangeait correctement. Parce qu'on va boire différemment, selon les individus, évidemment selon notre constitution, selon nos dépenses énergétiques, selon notre transpiration, et aussi selon notre alimentation. Quelqu'un qui mange essentiellement des végétaux crus, c'est-à-dire abondamment de fruits et de légumes, qui sont gorgés entre 90 et 98% d'eau, et bien forcément va s'hydrater naturellement. Et là, il ne se posera pas la question de savoir quelle eau boire, puisqu'on n'aura naturellement pas soif. Donc ces personnes-là n'auront aucun besoin d'écouter les autorités sanitaires qui recommandent de boire 1 litre 5 par jour, puisque si on mange à 90% cru, par exemple, ce n'est pas une recommandation, c'est un exemple, eh bien si vous mangez des concombres, si vous mangez des oranges, si vous mangez des mangues juteuses, si vous mangez des courgettes, si vous mangez des tomates, le volume d'eau qui va vous hydrater sera largement suffisant et vous n'aurez pas soif. Pour ça, certaines personnes se forcent à boire. Donc quand on me demande quelle quantité d'eau boire, finalement ça n'a pas de sens. C'est que manges-tu et quelle activité physique as-tu et quelle est la température extérieure. Voilà, ce sont les 3 conditions à avoir lorsqu'il s'agit d'aborder l'eau. Donc quelqu'un qui mange majoritairement des fruits et des légumes a très peu de besoins finalement en eau. Ce qu'on doit regarder, c'est combien de mictions a la personne par jour. Si vous avez entre 3 et 6 mictions, donc production d'urine, avec des volumes suffisants, eh ben c'est qu'on est suffisamment hydraté. Par contre, si quelqu'un ne mange que des céréales et des produits animaux, par exemple, évidemment qu'il aura besoin d'alimentation, parce que ce seront des produits cuits où l'eau a été évaporée. Et il va y avoir encore une problématique en plus, puisque la cuisson vide l'eau et on doit compenser. Il y a aussi le fait que si on consomme beaucoup de céréales, une molécule d'amidon demande 300 molécules d'eau pour être hydrolysée. C'est pour ça qu'après avoir consommé des amidons, souvent on a soif, puisque pour digérer, pour dégrader, il faut de l'eau. Donc là, on va voir que cette eau-là, avant qu'elle nous hydrate, elle va déjà aider à la digestion efficace des amidons. Donc c'est déjà d'abord de regarder son alimentation. Ensuite, de regarder quelle activité physique on a. Évidemment, si on fait énormément d'activités physiques intenses, si on fait du sport, eh bien, la transpiration qui va découler de ces activités physiques
va nous amener à nous réhydrater. Alors on peut tout à fait le faire évidemment avec des végétaux, mais souvent il y aura un besoin d'eau. Donc là, il faudra écouter sa soif aussi, puis écouter son corps en fonction des crampes, des courbatures, des maux de tête, qui peuvent survenir pendant l'effort ou après l'effort. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est le deuxième paramètre à prendre en compte. Le troisième paramètre, c'est évidemment la chaleur qu'il y a autour de nous. Et évidemment que si on est dans des temps humides, l'hydratation va se faire aussi par voie cutanée et même par la respiration. Et si on a des temps chauds et secs, eh bien le besoin d'hydratation se verra augmenter. Donc parfois on ne boira pas du tout parce qu'on mange des végétaux crus sous un temps humide, et des fois on devra boire plus parce qu'on va énormément, peut-être 1,5 litre, 2 litres, parce qu'on mange uniquement des céréales et des produits animaux sous un temps chaud et sec. Donc la quantité d'eau à boire n'est pas définissable selon on va dire un nombre d'individus global, c'est du particularisme. Puis après ça va dépendre aussi de l'âge. Les personnes âgées se déshydratent plus vite, et puis les enfants se déshydratent encore beaucoup plus vite, puisqu'ils sont composés d'énormément d'eau, et leur système, la thermogénèse, la maturité de leurs reins est complètement différente d'un humain adulte, donc évidemment il faut veiller à ce qu'il y ait une hydratation. Mais de la même façon qu'on pose souvent la question aux femmes enceintes, donner de l'eau en complément quand il fait très chaud, non, l'hydratation des enfants se fait très bien simplement avec le lait maternel qui est très bien pourvu en eau, et donc qui hydrate parfaitement. D'ailleurs, on le voit, l'élasticité de la peau de l'enfant, ce qui participe à des observations pour nous, de savoir si on est bien hydraté, c'est d'avoir la peau élastique. Alors bien sûr, on peut faire rentrer des paramètres aussi de besoin en acides gras qui soient correctement pourvus, etc., etc., etc. Mais il y a plusieurs facteurs qui vous donnent déjà l'état de sécheresse de la bouche, d'éventuels maux de tête, et enfin la non-élasticité de la peau nous renvoie à une hydratation. Mais surtout, ne pas se forcer nécessairement à boire et observer son alimentation. Et là, du coup, si on a une alimentation de qualité biologique, de proximité, essentiellement basée sur les végétaux, eh ben on a moins de questions à se poser sur l'intervention technologique pour avoir une eau de qualité, à la fois pure et dynamisée, puisqu'au final, on viendra tirer les bénéfices d'une eau très riche en nutriments, puisque issue de végétaux crus, et ne se posera plus la question, en définitive, de quelle eau boire et quelle quantité boire.